Amis téléspectateurs, bonjour. Voilà, nous sommes au Sénat, le 11 juin 2014. Nous allons assister à la commission des finances, présidée par le sénateur, le président Philippe Marini, qui va nous apporter son exposé par rapport à sa visite. Une visite qui va nous donner certaines lumières de ce qu'ils ont pu voir de leurs propres yeux. On dit toujours, quand il s'agit de dire quelque chose, il faut aller tâter la vérité sur la chose, avoir de la hauteur, avoir aussi de la mesure par rapport à ce qu'ils ont pu vivre en Iran. Ils ont fait Téhéran, ils ont fait Ispahan, ils ont fait des grandes villes où l'Iran exploite ses industries. Voilà, ils ont rencontré pas mal de situations et à travers ces situations, il y a quelques observations que ces six sénateurs vont pouvoir nous apporter. L'éclairage sur l'état actuel de la situation en Iran, l'éclairage sur l'industrialisation de ces pays, l'éclairage sur la formation professionnelle, les universités et la population. Vous savez, la culture perse avec la langue farsi, qui est la langue littéraire de la base, on appelle pas la langue iranienne ou perse, mais farsi, c'est une langue que j'ai eu la chance de vivre en direct pendant 15 jours en Iran, où j'ai eu le prix international, le meilleur journaliste 2010 francophone. Voilà, donc nous sommes ici au Sénat avec Freddy Moulongo pour assister à ces petits déjeuners de recadrage en matière économique et à la politique française, européenne en Iran. Alors, Freddy Moulongo, venez 5 minutes. Freddy, il est de l'autre côté à l'entrée pour passer son badge d'accrédité. Il faudra simplement que vous vous rendez compte que nous sommes accrédités au Sénat ici. Freddy est en train d'entrer. Freddy, oui. Une question pour ce matin. Nous allons d'abord prendre un petit déjeuner. Je suis venu à jeun parce que je sais que le petit déjeuner ici est toujours copieux. Voilà, donc on va prendre ce petit déjeuner avec les croissants, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Oui. Alors, au restaurant, là derrière nous, le restaurant du Sénat. Alors, qu'attendez-vous par rapport à cette rencontre d'aujourd'hui? Alors, la rencontre d'aujourd'hui, nous attendons à ce que les groupes des sénateurs, parce qu'ils étaient six sénateurs français qui sont partis en Iran du 22 au 29 avril dernier, qui puissent nous relater la vraie réalité qu'ils ont palpé du doigt en étant à Téhéran et dans d'autres villes iraniennes. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses et ça va peut-être nous retourner, ça va peut-être nous questionner, ça va nous interpeller parce qu'il me semble que d'après ce qui s'est passé hier au niveau du Sénat, il me semble que les rapports du président Philippe Marini et sa commission par rapport à ce qui s'est passé en Iran, on a eu quelques échos que, en tout cas, l'Iran continue à être développé et c'est les États-Unis qui a été les premiers à donner un embargo à l'Iran, qui continue à tirer les marrons du feu, qui avec ses entreprises, continue à non seulement investir, mais à faire en sorte de marginaliser les pays européens et de fragiliser l'Europe. Donc, je pense que les États-Unis ne jouent pas un franc jeu en Iran par rapport à ses alliés et partenaires européens. Alors, retenons notre souffle, oui. et partons voir. J'ai faim, je suis sorti le matin sans... À jeun. Partons voir un peu. Oui, d'accord. Merci Freddy, partons voir. D'accord, Roger. Donc on va essayer de... Mesdames et messieurs, je vois que vous êtes déjà assez nombreux. Quelques-uns vont peut-être nous rejoindre. Michel André, Emery de Montesquieu et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour vous présenter un compte-rendu et les conclusions que nous tirons, au moins provisoirement, de la mission que le bureau de la Commission des finances du Sénat a effectuée fin avril en Iran. Je pense que
l'actualité financière très récente éclaire d'un jour particulier cette mission et ce que nous pensons pouvoir être à ce stade les enseignements d'une semaine passée en Iran. Nous étions 6 au cours de cette mission, décidée par le bureau de la Commission des finances. Je précise au passage que chaque année, notre bureau fait un voyage de travail dans un pays étranger et l'année dernière, en 2013, nous avions choisi d'aller aux États-Unis. Nous étions allés aux États-Unis pour rencontrer les autorités du Congrès, pour rencontrer de hauts représentants de l'administration et bien sûr le monde financier. Et nous avions été à Washington, à New York, à Boston. Et dans les sujets d'actualité de ce moment-là, il y avait au moins une chose qui n'est pas forcément sans rapport avec ce dont nous allons parler, c'est-à-dire la réciprocité entre l'Union européenne et les États-Unis, par exemple pour la mise en œuvre de la législation dite FATCA. Nous avions également pu constater dans les contacts que nous avions eus, donc en mai 2013, avec les régulateurs et les représentants du monde financier, que des dispositions particulièrement contraignantes devaient s'appliquer aux États-Unis, aux filiales, aux entités bancaires américaines liées aux groupes non américains et notamment européens et notamment français, ce sujet qui est toujours un sujet difficile, délicat, concerne notamment le calcul des fonds propres à affecter aux filiales, aux entités, quel que soit leur statut, et qui interviennent sur le sol américain. Donc, cette année, nous avons pris la décision d'aller en Iran, et ceci parce que nous avions le sentiment, l'intuition peut-être, que la nouvelle donne politique intervenue en Iran avec l'élection du président Rouhani était une opportunité utile à examiner du point de vue de la reprise de relations économiques significatives entre l'Europe et l'Iran, mais plus particulièrement pour les firmes françaises qui, de longue date, se sont intéressées à ce grand pays. Donc, nous sommes partis, 3 de la majorité. Quand on dit majorité ici, c'est la majorité sénatoriale, n'est-ce pas? 3 de l'opposition. S'agissant de l'opposition, 2 membres de l'UMP, 1 membre de l'Union centriste, et s'agissant de la majorité, 3 membres du Parti socialiste. Nous avons réparti notre séjour entre Téhéran et Tabriz. Pourquoi Tabriz? Parce que nous avons voulu voir, en dehors de la capitale, une grande métropole régionale, et ceci d'ailleurs a été plein d'enseignements. Je précise que nous avons pu distraire environ une demi-heure à Téhéran pour aller parcourir les collections remarquables du musée archéologique, mais qu'en dehors de cela, notre temps a été vraiment utilisé de manière extrêmement laborieuse et extrêmement dense.
puisque nous sommes des parlementaires et que nous pensons essayer de faire à notre niveau de la diplomatie parlementaire, nous étions invités par le Parlement iranien, le Majlis, et au sein du Parlement, nous avons rencontré son président, Ali Larijani, qui nous a reçus longuement, et mon homologue, Monsieur Mesbah Mohaddam, président de la Commission des finances du Majlis, ainsi que le président du groupe parlementaire d'amitié Iran-France, qui est l'homologue d'Emery de Montesquieu, président du groupe d'amitié et de liaison France-Iran, ici au Sénat. Au sein des autorités exécutives, nous avons eu un moment que je qualifierais d'assez exceptionnel, 2 heures de conversation libre portant sur de nombreux sujets avec l'ancien ministre des Affaires étrangères et conseiller diplomatique du guide de la révolution islamique. Je veux parler de M. Ali Akbar Velayati, et qui nous a reçus dans sa fonction du président du Centre de recherche stratégique, le CSR, dont M. Hassan Rouhani était le précédent président. Nous avons vu plusieurs ministres, notamment le ministre des Affaires étrangères, négociateur en chef de l'Iran dans le processus de Genève, le secrétaire général de la présidence de la République et un grand nombre de personnalités dont la liste figure dans le dossier qui vous a été remis. Bien sûr, de nombreux représentants des activités financières et industrielles, puisque notre visite, qui s'est située dans un contexte politique que nous nous sommes efforcés de comprendre, a d'abord été une visite à dominante économique. À Tabriz, nous avons été reçus par le maire de cette grande métropole et par de nombreux dirigeants d'entreprises. Nous avons visité des zones d'activité et j'y reviendrai dans quelques instants. Nous sommes efforcés de préparer ce déplacement ici à Paris, où il y a un assez grand nombre de grands experts des questions iraniennes, des iranologues distingués qui nous ont guidés en quelque sorte et nous ont fait comprendre les équilibres du pouvoir dans ce système politique assez particulier. Nous nous sommes concertés avec les membres de la mission du MEDEF qui est allé en Iran au mois de février, qui a été extrêmement intéressé par son déplacement, une mission très nombreuse et une mission qui avait d'ailleurs suscité un communiqué un peu amer de notre grand allié. Ce déplacement s'inscrivait donc dans le cours de la politique iranienne à la suite de la mise en place du gouvernement Rouhani, car en regardant les choses d'Europe, on a un peu l'impression que le président élu au suffrage universel en Iran est plutôt un Premier ministre, que le guide suprême est plutôt un chef d'État à vie, mais ce n'est simplement que notre lecture d'occidentaux sur des choses qui sont assurément beaucoup plus complexes. Voilà ce que je peux dire
Alors, il y a une question ici, et puis une observation de M. Makinski. Ensuite, nous allons peut-être clore cette réunion qui a déjà beaucoup duré, parce que vous devez certainement rejoindre vos rédactions. Je vous en prie. Monsieur le Président, Freddy Moulongo pour Réveil FM International et Afrique Rédaction. Puisque en Iran, on peut y boire du Coca-Cola, ce qui a été le cas, parce que vous nous avez dit que vous avez bu du Coca-Cola, est-ce que vous n'avez pas l'impression que non seulement la France, mais presque le monde entier a été un peu floué par rapport aux sanctions qui ont été données en Iran? Parce que ça fait, tout le monde a suivi, et puis bon, on se rend compte qu'il y a certaines réalités qui sont contraires, et là vous nous avez fait. La deuxième question, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce sont les 5 pays du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, au fait, se battent entre eux à travers l'Iran? Est-ce que vous n'avez pas ces sentiments? Parce que vous avez non, dit que... on ne peut pas naturellement aller dans votre sens. L'Iran est un pays signataire du traité de non-prolifération. Personne ne l'a obligé à être signataire. Donc, étant signataire, il doit remplir ses obligations. Et aucun d'entre nous ne conteste l'existence, ni même la légitimité des sanctions. Dès lors qu'il y a doute sur l'usage de l'énergie nucléaire à des fins autres que civiles, il est clair que, sauf à dissoudre complètement le TNP, eh bien, la communauté internationale ne peut pas avoir d'autre réaction que de s'assurer de sa mise en œuvre. Ceci doit être parfaitement clair. Il n'y a aucune espèce d'ambiguïté à cet égard dans notre attitude. Voilà, pour le reste, l'Iran est un pays qui a besoin d'ouverture, de développement. C'est un pays qui est certainement très, très contradictoire, très, très paradoxal. Quand on regarde son potentiel universitaire, on pourrait parler, Michel André pourrait le faire beaucoup mieux que moi, de la condition des femmes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui caractérisent la société iranienne et qui sont contradictoires. Nous ne portons pas de jugement de valeur, vous savez, sur l'organisation politique, sociale et religieuse de l'Iran. Nous ne portons à ce stade et au titre de cette mission aucun jugement de valeur. Nous observons, nous rappelons que l'Iran est un facteur permanent important dans le jeu international, que mieux vaut que ce facteur soit un facteur de stabilité plutôt que le contraire, et mieux vaut que ce pays s'ouvre et que les tendances qui, à nos yeux, peuvent faire évoluer la société réussissent dans leurs objectifs politiques. Voilà exactement notre vision des choses. Monsieur Philippe Marini, vous êtes le président de la commission finances ici au Sénat et vous venez d'effectuer un voyage en Iran. Est-ce que, en vous entendre par rapport à l'exposé que vous avez fait tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression que les États-Unis d'Amérique jouent en solo économiquement contre les pays européens en Iran? Pas explicitement, mais de facto peut-être, et c'est la question plus générale de l'extraterritorialité des règles juridiques américaines, qui ici s'appliquent par exemple aux transactions financières sur tous les secteurs non concernés par les sanctions internationales. Les sanctions américaines, qui sont des sanctions unilatérales et extraterritoriales, sont en réalité beaucoup plus contraignantes encore que les sanctions des Nations Unies, les sanctions de l'Union européenne. Et le soupçon ou le doute que l'on peut avoir, c'est précisément celui du lien ou de la confusion ou de l'amalgame entre les bonnes intentions et les bonnes affaires. Et donc la France a toute sa place à reprendre en Iran. La France a de tout temps
était active en Iran. Lorsque l'Iran a fait sa révolution constitutionnelle en 1906, et lorsque l'Iran est donc passé à un régime, à nos yeux, plus libéral, un régime pluraliste, dans des conditions complexes, c'est la France qui a conseillé le nouveau gouvernement pour son organisation financière. Plus récemment, sous le Shah, lorsque l'Iran a voulu se doter du nucléaire civil pour diversifier sa politique énergétique et pour apparaître comme une grande puissance scientifique, c'est avec la France que cela s'est fait et ceci a abouti à un financement important de l'usine d'Eurodif dans le département de la Drôme en France. Sous la République islamique, les activités des acteurs industriels français se sont développées. Par exemple, celles des industriels de l'automobile, PSA et plus récemment Renault. Si vous allez à Téhéran, encore aujourd'hui, vous êtes entouré par un océan de Peugeot de moyenne gamme, n'est-ce pas? Vous en avez une plus forte proportion, sans doute même qu'à Paris, encore aujourd'hui. Donc ceci est très visible. Et dans bien des domaines, il y a des habitudes qui se sont créées entre des techniciens, des ingénieurs, des cadres français et iraniens. Et Total, bien qu'ayant été obligé d'interrompre ses activités en Iran sur les gisements dont la compagnie avait l'exploitation, a conservé sur place une unité de veille et continue à être très apprécié par les autorités iraniennes. Voilà quelques exemples. Président Philippe Marini, on voulait quand même savoir, vous qui revenez de l'Iran, vous avez dit tout à l'heure que l'Iran c'est un pays fort sur lequel on peut compter. On sait très bien qu'il y a plusieurs années, il y a eu quand même des sanctions économiques contre ces pays. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'on s'est un peu trompé? Alors, je n'ai pas dit que l'Iran est un pays sur qui il faut compter. J'ai dit que l'Iran est un pays avec lequel il faut compter. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Notre mission n'est instrumentalisée par personne. Elle observe que l'Iran est un facteur permanent de la géopolitique du Moyen-Orient. C'est une évidence. Il y a le monde arabe, il y a le monde perse. Et l'Iran est un monde à soi tout seul. Un peu une petite Chine, si je peux utiliser cette comparaison. Un pays où vous avez le désert et la montagne, où vous avez les cascades et le climat le plus aride. Et l'Iran, dans l'espace actuel du Moyen-Orient, avec une Mésopotamie à feu et à sang, avec le Kurdistan, îlot provisoire de stabilité, avec la Syrie en guerre civile, avec le Liban qui en dépend, avec la Jordanie fragile, avec les grandes richesses du Golfe qui appâtent tout le monde. Donc l'Iran, dans cette zone, peut être une puissance de stabilité, même si la stabilité naît d'un équilibre entre des contraires. L'important est de préserver la paix. Et nous ne voyons que trop dans cet espace de la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, en Irak et en Syrie, à quelles extrémités peuvent conduire les violences. Nous ne voyons que trop également les effets en termes de terrorisme international que peuvent engendrer de tels conflits. Il y a quelques jours, c'était à Bruxelles. Demain, ce sera peut-être ailleurs. Et ce sont des jeunes gens, souvent issus de nos cités, qui sont des esprits fragiles, qui sont abusés par des extrémistes et qui ensuite reviennent, tels des métastases, prêtes à se développer partout. Donc, si l'Iran a une capacité d'ouverture au monde, si l'Iran peut accueillir des investisseurs internationaux, l'Iran peut aussi, sans doute,
être une puissance de stabilité. Ok. Combien y a-t-il aujourd'hui d'entreprises françaises installées là-bas et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus? Alors, il y a un peu tous les secteurs, bon, mais nos échanges, c'est 500 millions d'euros, alors que c'était 1,5 milliard, voire 4 milliards, il y a un peu plus longtemps. Donc, les sanctions ont fait décroître considérablement ces échanges, du moins ceux qui sont apparents. Pourquoi il n'y en a pas plus? Parce que les transactions financières internationales sont bridées par la pratique américaine, même s'il s'agit d'agroalimentaire, de médicaments ou de production automobile, comme je vous le disais. Voilà ce qui contraint les entreprises à limiter leurs activités. Mais il y a des entreprises américaines là-bas, on y trouve du Coca-Cola, le même qu'aux États-Unis. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a deux vitesses dans cet embargo et deux vitesses dans la façon dont les États-Unis traitent les pays qui font du business en Iran? Alors probablement, parce que j'ai eu l'impression de boire du Coca-Cola tout à fait conforme à ce que doit être le Coca-Cola. Donc il doit être issu de la fameuse formule, n'est-ce pas, qui est gérée à partir d'Atlanta. On m'a dit que l'entreprise qui produit, distribue cela est une entreprise qui appartient au secteur public iranien, qui est contrôlée par une branche armée, les Pasdaran. Eh bien, pour que cela fonctionne, il faut certainement qu'il y ait versement d'une redevance, qu'il y ait des flux, qu'il y ait en tout cas des accords qui fonctionnent. Et ceci apparemment est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas dans une situation où les États-Unis ayant un embargo, ils bloquent le développement de toutes les entreprises qui ne sont pas américaines là-bas? Le jour où ils auront pris tous les marchés, ils lèveront cet embargo et ils auront déjà tout ce qu'il y avait éventuellement comme marché ou comme place à prendre. On peut le craindre que les États-Unis ne jouent sur les deux registres. D'une part, celui qui ouvre la clé politique, en permettant le succès de la négociation peut-être le 20 juillet prochain, et celui qui s'intéresse pour défendre ses intérêts économiques, pour défendre la position de ses entreprises à ce marché de 80 millions d'habitants. On ne peut pas l'exclure. Alors, est-ce que c'est une stratégie pensée et volontaire? Est-ce que c'est simplement la pratique habituelle qui consiste à faire en sorte qu'une bonne action permette aussi de réaliser une bonne affaire, n'est-ce pas? On disait que c'était la mentalité traditionnelle anglo-saxonne de la côte est des États-Unis, qu'à la fois on pouvait faire de la morale et que ça pouvait profiter en affaires. Donc moi, j'ai l'impression que c'est un peu cela. Mais pour être plus sérieux, il est vrai que lorsque le Trésor américain est extrêmement restrictif sur des mouvements financiers qui concernent le secteur alimentaire ou les médicaments, et que ceci handicape le développement d'interlocuteurs européens, oui, on peut se demander si la même sévérité s'exerce à l'égard d'entreprises américaines. Et lorsqu'on nous cite des négociations ou pré-négociations en cours avec Boeing et que l'on observe qu'Airbus est beaucoup plus en retard vis-à-vis du marché iranien, on peut penser que oui, dès lors que les Américains permettent le déblocage de la situation internationale et de la question de l'application du TNP, il ne leur est pas indifférent de revenir sur le marché iranien. Oui, Président Philippe Martin, je voulais savoir, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la France doit plutôt appuyer les sanctions des Nations Unies plutôt que l'embargo états-unien? La France, elle est l'une des puissances garantes du traité de non-prolifération. Or, si on admettait que l'Iran, qui est un adhérent du TNP, continue sa fuite en avant, le TNP disparaîtrait, n'aurait plus d'effectivité et il ne serait plus une garantie pour quiconque. Donc, la France, elle est attachée à ce système de garantie internationale. Maintenant, il y a les sanctions des Nations Unies, les sanctions de l'Union européenne, et il y a aussi un aspect spécifique qui illustre simplement le cas iranien, mais ce n'est pas le seul.
et qui est l'extraterritorialité du droit américain. Je vous ai cité d'autres domaines où cette extraterritorialité pose problème, et la difficulté que nous avons, nous, Européens, qui sommes en réalité très divisés, à imposer la réciprocité, n'est-ce pas, en matière bancaire en particulier. Avec le passé de la crise financière, nous pouvons considérer que les États-Unis nous traitent mal. J'ai effectué un voyage en Iran, 15 jours en Iran. Ce que j'ai vu, ils ont besoin de l'énergie. Avec le réseau routier qui est assez important. Et quand on voit tout ce qui se passe, les Iraniens aiment bien laisser les lumières allumées. Donc, ils ont absolument besoin de ce qu'on appelle de nucléaire civil. La France pourra aider peut-être l'Iran à développer son nucléaire civil, tout en contrôlant aussi, bien sûr, si ils pourront fabriquer l'arme atomique. Vous savez, dès lors qu'il s'agit de nucléaire civil et que l'on respecte les obligations internationales, la France, qui était prête à vendre des réacteurs à Abu Dhabi, juste en face, et qui était prête à le faire en Jordanie, qui est un pays très respectable mais politiquement fragile, elle peut tout à fait le faire en Iran. Tout dépend du cadre dans lequel on travaille, et tout dépend du succès de la négociation 5+1 avec l'Iran. Très bien, merci à vous, merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, 12 juin 2014, de 8h30, on a pris le petit déjeuner avec le président de la commission de finances au Sénat, Monsieur Marini, qui gère cette commission. Et cette commission est partie en Iran pour visiter l'Ispahan, visiter Téhéran, afin de voir dans toute sa réalité qu'est-ce qui se passe en Iran réellement. Quel est l'investisseur qui investit en Iran? Les Américains, les Indiens, les Indo-Pakistanais ou les Européens? Les Européens aujourd'hui, après les retours de M. Marini, font un constat amer. Quel est le constat amer que le président de cette commission a pu faire? Ils ont observé, il y a la présence de Boeing, les Américains et ses intermédiaires, et aussi leur sous-traitance occupe le marché. 20 milliards, 25 milliards, 50 milliards, d'après des mauvaises langues. Mais la France ne fait que 850 millions d'euros de chiffre d'affaires. La France a évacué ses entreprises de là-bas en suivant les consignes des résolutions votées aux Nations Unies. Alors, qui a été floué dans cette affaire? On sait qu'aujourd'hui, d'après le rapport pondu et les comptes rendus du déplacement en Iran de la commission de finances par M. Philippe Marini, qui est le président de cette commission, c'était bien entendu quelque chose qu'on appelle le jeu des dupes. Les Américains ont dupé les Européens. Ils sont présents en Iran et ça pose un problème réel. Ça pose maintenant que la France doit revoir sa politique en matière d'investissement en Iran. Ça, c'est la chose la plus importante. Alors, si on voit les sanctions qui ont été votées, enfin, les sanctions, il y a l'épée de Damoclès sur la tête de la BNP, on se rend compte, c'est ce qu'on appelle d'intimidation par rapport à la France qui a voulu vendre de frégates, qui a voulu vendre la technologie militaire aux Russes. La raison pour laquelle il y a cette sanction de 10 milliards de dollars contre la BNP. Alors ça s'est négocié aujourd'hui. Freddy, venez, vous avez interviewé le président de la commission de finances du Sénat et il vous a répondu par rapport à ses inquiétudes et aussi l'observation amère qu'il a pu faire. Oui, je crois que les États-Unis ne jouent pas franc jeu avec ses alliés européens. Et la France a été vraiment dupée par rapport à l'embargo, soi-disant embargo qu'on a voulu imposer un peu à l'Iran. Parce que, comme le disait très bien le président Philippe Marini, président de la commission finances du Sénat, en Iran, il a bu du Coca-Cola. Du vrai Coca-Cola, pas du Coca-Cola frélaté. Alors, s'il y a la présence de Coca-Cola à Téhéran, comment les Iraniens font pour avoir ces Coca-Cola? Donc la formule, elle est la même, qu'elle soit au Brésil, qu'elle soit au Japon, etc. etc. Donc il n'y a pas que ça, il y a plusieurs entreprises, notamment américaines, qui sont présentes.
qui font de la sous-traitance, tout en sachant très bien qu'il y a une forme d'embargo imposé contre l'Iran. Mais je crois aussi, comme a dit le président de la commission finances du Sénat, c'est que l'Iran continuera à exister. Il faut que la France réaménage, disons, sa façon de voir les choses, sa stratégie, parce qu'elle est en train de faire du suivisme et elle est en train de perdre les marchés. Et les Américains tirent les marrons du feu tout en criant très fort à l'idéologie soi-disant des ayatollahs, etc., etc. Et on a l'impression que l'axe du mal dont a été caractérisé l'Iran, c'est par le président Bush. Voilà, c'est de l'enfumage. Voilà, c'est vraiment de l'enfumage. Et on peut se poser la question si tout le monde n'a pas été floué, dupé avec cette histoire d'embargo contre l'Iran. Alors, souvenez-vous, mon cher Freddy Moulongo, quand je suis allé en Iran, j'ai passé 15 jours en Iran. Alors, rappelez-vous, quand je suis rentré, qu'est-ce que j'ai fait comme observation? Alors, vous étiez assez... assez direct en disant mais ce que j'ai vu en Iran, ça n'a rien à voir avec toutes les informations qu'on écoute ou qu'on entend par-ci par-là. Il me semble que il y a une idéologie anti-Téhéran, anti-Iran. Alors, et Jeu a fait une intervention là. D'après vous, l'intervention des Jeux de Le Point, magazine Le Point, que pensez-vous de cette intervention? Bon, je pense véritablement qu'il y a encore des confrères qui sont très idéologues. Hein, parce qu'il fallait diaboliser l'Iran, parce qu'il y a eu toutes ces mesures d'embargo et tout ça. Donc on est resté sur ça. Mais je pense que le rôle d'un journaliste, c'est d'aller sur terrain, de vérifier par lui-même et de donner un contre-sens. Et il me semble que le fait que le sénateur, parce que le Sénat quand même c'est le deuxième pouvoir ici de la République ici en France, le fait que les présidents, disons la commission des finances du Sénat, ils ont été 6 sénateurs, donc 3 de l'opposition, 3 de l'opposition et voilà, 3 de la majorité. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu de la complaisance là-dedans. Ils sont allés et ils sont rentrés avec des propositions concrètes. Que la France ne continue pas à s'affaiblir en faisant simplement du suivisme, mais la France doit être dans la réalité, agir avec réalisme. L'Iran, c'est un grand pays et le président Philippe Marini rappelait que c'est la petite Chine en lui-même. Donc l'Iran... Avec 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants. Donc c'est comme l'Allemagne, les Allemagnes réunies. Tout à fait. Donc l'Iran continuera à exister. Et donc, ceux qui vont continuer à faire simplement de l'embargo idéologique contre l'Iran resteront floués. Et le président a même sorti que les entreprises italiennes sont beaucoup plus performantes et présentes au niveau de Téhéran. Donc, il faut qu'on arrive véritablement à sortir de l'idéologie, entrer vers la réalité. Et je pense que l'Iran, on voit tous les problèmes qui existent dans la sous-région. L'Iran compte. Et donc, il ne faut pas qu'on soit simplement idéologique. Il faut vraiment du pragmatisme et de la réalité. Alors, on s'est retrouvé avec un cercle fermé de journalistes autour de ces présidents, autour de ces sénateurs, parce qu'ils étaient 6 dans la salle, avec un bon petit déjeuner. Quelle lumière portez-vous là aujourd'hui par rapport à l'avenir de la France et ce que les journalistes là vont écrire? Parce que, en fait, cette idée-là est encore ancrée dans leur esprit que l'Iran, c'est l'ennemi, l'Iran, c'est les diables, l'Iran, c'est le terrorisme, l'Iran, c'est pas la puissance régionale. Oui, l'Iran, c'est la puissance régionale. Il faut en tenir compte. Je pense véritablement que nous, journalistes, d'ailleurs, ça nous donne un peu envie d'aller voir par nous-mêmes pour essayer de voir quelle est la véritable réalité qui s'y passe. Et je crois aussi qu'avec toute la crème journalistique qu'il y a eu lors de ces petits déjeuners avec le président Philippe Marini au Sénat, il me semble qu'on a pris conscience que il ne suffit pas de guerroyer dans son média contre l'axe du mal ou les pays sataniques, mais il faut arriver à
à y aller et à trouver des voies et moyens pour que la France ne soit pas un peu le pays dupé par rapport à certains pays, certains autres pays, notamment européens, qui, eux, tirent les marrons du feu, et à commencer par les plus grands pays économiques mondiaux, les États-Unis, qui, lui, ça fait plusieurs années qu'ils tirent les marrons du feu. Merci Freddy. Merci Roger, hein, merci à toi, parce que c'est important qu'on dise quelle est la vérité sur ce que nous avons vu, sur ce que nous avons entendu. Et les sénateurs, c'est quand même des personnalités qui ont l'expérience, qui ont l'expertise. Être président de la commission du Sénat, c'est pas une petite affaire. Donc, du point de vue économique et financier, il faut avoir de la matière. Et là, on a senti. Et je veux aussi dire que, en tout cas, l'exposé du président Philippe Marini, président de la commission des finances au Sénat, a été très brillant. Très brillant, de haut vol, du haut vol. Et merci infiniment d'avoir suivi Afrique Rédaction et Réveil FM au Sénat aujourd'hui, 12 juin 2014. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Merci.